Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous voulez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce que, oh là là, il a fallu, ça a mis du temps, mais c'est là, c'est bel et bien là, et je suis super content de recevoir des deux côtés de l'écran. Merci beaucoup. Salut. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien et je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. On aura enfin réussi à faire cette émission. Oui. Non, je pense qu'il y a eu des espèces de sources occultes ou je ne sais quoi qui ne voulaient pas que cela se fasse parce que nous avons cette particularité fâcheuse de parler de films et c'est quelque chose qui ne se fait pas parce que, et donc voilà, et on est un peu égocentrique et tout ça. On est des cinéphiles, quoi. C'est une sacrée particularité. C'est une carte blanche et quand je suis venu vers toi pour te proposer une carte blanche, comme son nom l'indique, c'est toi qui choisis et moi je m'adapte. Tu m'as dit parlons de Richard Kelly. Et Richard Kelly, il s'avère que, comme tout le monde, je l'ai connu via Donnie Darko dans un premier temps, et ensuite j'ai vu ces deux autres films, Silent Hill et The Box, si je me trompe pas. Et c'est pas un cinéaste effectivement qui m'est resté dans ma mémoire, à part Donnie Darko que je trouve effectivement plus je le vois et plus je le trouve passionnant. Et on va parler de tout ça. Et moi, la première question qui est très très simple, pourquoi Richard Kelly? Alors, ça remonte à la période du collège-lycée où quelqu'un m'avait passé toute une pile de films et au milieu, il y avait ce film-là, Donnie Darko. Et je me le suis lancé et ça a été un choc, en fait. Mais comme beaucoup de cinéphiles vivent des chocs sur tout et n'importe quoi, moi, ça a été Donnie Darko, où quand je me suis lancé dedans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et à la fin, j'étais estomaqué, surtout avec cette scène finale sur la musique Mad World. Ça m'avait vraiment bouleversé. Et je l'ai gardé dans mon cœur. Mais pour le coup, tu vois, j'ai une passion pour Donnie Darko, pour Richard Kelly et pour sa filmographie. Mais je me suis rendu compte récemment que j'ai jamais essayé d'analyser, de vraiment aller en profondeur dans ce qui m'était montré, en fait. Je voulais juste vivre l'instant et vivre les émotions telles qu'elles m'étaient présentées. Et donc ensuite, j'ai découvert Southland Tales en DVD aussi, il m'a intrigué, je ne l'ai pas revu pendant très longtemps, il m'avait juste intrigué, et j'ai vu The Box sans savoir que c'était Richard Kelly à l'époque, parce que j'étais allé voir ça au cinéma, et ça m'avait aussi profondément... pas ému, mais vraiment intrigué, en fait. Et je connaissais pas encore la quatrième dimension, je connaissais pas tout cet univers-là que j'ai découvert ensuite. Et j'ai compris que c'était une fibre qui me parlait, en fait. Cette notion de mystère qu'on cultive dans ses œuvres, c'est vraiment quelque chose qui me parlait. Et c'est pour ça que, du coup, j'avais envie de creuser ça avec toi. Et pardon de t'interrompre, quand tu découvres The Box, dont tu n'imagines pas qu'il est l'auteur du film, est-ce que tu as reconnu quelque chose, une patte, un style qui identifiait Richard Kelly? Non, justement, c'est ça qui est étrange, c'est que je trouve que Richard Kelly, malgré le fait qu'il ait fait 3 films, a été extrêmement changeant d'un film à l'autre, pas en termes de gimmick de mise en scène, mais en termes de... En fait, c'est simple. Donnie Darko, j'ai l'impression que c'est un adolescent qui l'a écrit. Southland Tales, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un de... Enfin, c'est un entre-deux, un adulte en devenir qui prend vraiment conscience de l'état de son pays et qui a envie de parler de ça, parce que ça ne parle vraiment que de l'Amérique, finalement, Southland Tales. Et The Box, j'y vois un adulte qui a mûri, en fait, et qui prend vraiment le point de vue de parents qui craignent pour leur famille, pour les autres membres de leur famille. Et vraiment, je trouve qu'il y a une maturité qui fait que j'aurais jamais pu me dire, en allant voir The Box, que c'était la même personne qui avait écrit Donnie Darko. Et en termes de mise en scène, je trouve que, pareil, c'est beaucoup plus sobre. Et il y a cette patte sur l'image dans The Box, un peu scintillante, un peu
pour un peu représenter, j'imagine, les années 70, qui fait que, voilà, que ce soit visuellement ou en termes d'écriture, je n'arrivais pas à rattacher ça à Donnie Darko. Finalement, après, avec le recul, je me rends compte qu'il y a des choses quand même. Je me rends compte que cette notion justement de cultiver le mystère, elle est toujours là. Le fait de faire des intrigues, The Box est de loin l'intrigue la plus simple de la filmographie de Richard Kelly, mais il y a quand même cette volonté de te donner un récit que tu vas suivre tranquillement jusqu'à un certain moment de l'histoire, et quand nos deux personnages principaux vont enquêter, vont vraiment creuser ce qui est en train de leur arriver, là, le film va sans problème nous laisser sur le côté et te dire, bah, si tu veux comprendre ce que je te raconte, il faut que tu le revoies. Et il faut que tu le revoies, il faut que tu le revoies. Et Richard Kelly, c'est un peu ce qu'il dit sur un peu toutes ses interviews, en fait. C'est que lui, ce qu'il veut, c'est faire des films avec un traitement complexe pour que tu aies besoin de les regarder des tonnes de fois et que tu aies besoin d'en parler aux gens. Et c'est ça qui fait que finalement, je retrouve ça dans toutes les œuvres de Richard Kelly, quelque part. Quel est le rapport que Richard Kelly entretient avec le spectateur en général? Est-ce que c'est un rapport où il essaye de lui émietter certaines choses dans le film, ou c'est plutôt un rapport, donc, et pour le coup, ça voudrait dire qu'il lui fait entièrement confiance au spectateur, ou alors c'est plus un rapport où, à un moment dans le film, il est obligé de faire dire à ses personnages d'être dans quelque chose, dans une démonstration finalement. Comment il entretient ce rapport avec le spectateur? Je trouve qu'il y a une espèce d'entre-deux, en fait, parce que là, ce que je te dis, c'est par rapport à ce que je l'ai entendu dire, parce que justement, j'aurais jamais pu penser ça de lui. C'est que Richard Kelly, quand il parle de ses œuvres, il dit que ce qu'il te dit, c'est que finalement, il veut que tu les regardes plein de fois pour les comprendre par toi-même. Sauf que quand il explique ce qu'il a fait, parce qu'il est très loquace, il n'hésite pas à expliquer sa démarche, finalement, c'est des choses, en fait, quand il te décrit ce qui se passe, il t'en parle comme si c'était évident, en fait. Il dit, oui, ce personnage fait ça à ce moment-là parce qu'il a vécu ça et que ça l'a traumatisé. Et il va souvent te dire des choses comme ça, mais qui finalement, toi, tu les ressens pas. En fait, moi, je ressentais pas ces choses-là. C'est pour ça, en fait, que j'ai buté sur Richard Kelly récemment en essayant d'analyser sa filmographie, parce que je me suis rendu compte que tout ce que je percevais de sa filmographie, ce n'est pas ce que Richard Kelly véhicule dans ses entretiens, dans ses interviews, dans ces choses-là. Et donc, je pense que lui, il fait confiance aux spectateurs. Il veut qu'ils comprennent des choses et il veut surtout que les spectateurs en parlent entre eux, créer leurs propres hypothèses, leurs propres théories. Mais pour le coup, est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais artiste ou pas? Ça, c'est un autre débat, mais pour le coup, ce qu'il pense de ses œuvres, c'est pas forcément ce qui est ressorti lors de mes visionnages. Et c'est assez étrange, je trouve. Et justement, ça me fait penser à un bouquin qui s'appelle Moderato Cantabile de Marguerite Duras, dans la démarche d'écriture, parce qu'en fait, on se rend compte que Duras, quand elle a écrit ce bouquin, elle n'a pas expliqué l'état d'esprit des personnages, elle n'explique pas ce que pensent les personnages, elle se contente de poser des actions, et c'est le lecteur qui devra déterminer ce qui se passe, comment les personnages vivent, l'intrigue qu'ils sont en train de vivre, etc. Je trouve que Richard Kelly a un peu cette même démarche, sauf que, étant donné qu'il laisse beaucoup de choses de côté, qu'il ne nous montre pas tout, finalement, beaucoup de choses sont laissées à l'interprétation du spectateur. Et quand j'ai creusé, parce que justement je travaille sur une vidéo sur Donnie Darko, donc là j'ai essayé de dégager des thèmes, de dégager des choses, et je me suis rendu compte que finalement j'étais à côté de la plaque par rapport à ce qu'il pensait, et finalement j'estime que ça fait quand même partie d'un de mes auteurs préférés, et ça fait quand même partie, les films qu'il a fait font partie de mes films préférés, parce que moi je les ai reçus de cette manière-là. En fait, je les ai reçus de la manière qui m'ont parlé, en fait. Et ça me fait penser à... Et en fait, je pense que Richard Kelly en est parfaitement conscient, parce que je ne sais pas si tu te souviens de Donnie Darko, et il parle à un moment de Cellar d'or, porte de cellier, l'expression Cellar d'or.
Et en fait, la prof d'anglais explique que cette expression est désignée par beaucoup de linguistes, beaucoup d'auteurs, comme étant une des formulations les plus agréables à entendre qui existent. Sauf que, comme c'est présenté dans le film, c'est pas complet. En fait, ce qui est souvent dit, c'est que ça fait partie des formulations les plus agréables qui existent, mais c'est un pan de la poésie. C'est-à-dire qu'en fait, la poésie, pour certains, se sépare en deux pans. Il y a la façon dont tu poses tes mots pour articuler un sens et dégager des belles figures de style et des choses comme ça. Et il y a aussi la poésie dans le sens de la musicalité des mots. En fait, associer des mots qui vont pas forcément avoir de sens particulièrement important, mais qui en feront une œuvre magnifique parce que il y a une grande musicalité dans le texte. Et je trouve qu'en fait, Richard Kelly, c'est parfaitement ça. Donnie Darko, c'est entièrement ça. C'est que soit tu creuses l'œuvre et tu essaies de dégager ce qui se passe pour les personnages, tu essaies de dégager les thématiques, etc. Ou soit tu le perçois comme je l'ai perçu, et en fait tu te contentes de te laisser porter par la beauté formelle et l'ambiance qui est instaurée dans le film. Et je trouve que finalement, j'ai presque l'impression que c'est l'art d'or, cette scène-là dans le film, et là pour ça en fait. C'est Richard Kelly qui t'explique que tu peux voir le film des deux manières et que tu n'as pas besoin d'être un cador en voyage dans le temps et en théorie de voyage interdimensionnel pour comprendre finalement le film qui nous a fait, quoi. Quand tu évoques Duras, ça me donc l'écriture durassienne, en majorité, l'écriture durassienne, c'est une suite de phrases. Je synthétise grossièrement, donc s'il y a des durassiens ici, qu'ils m'excusent, mais c'est vraiment, je synthétise grossièrement. C'est pas que ça, c'est autre chose, c'est beaucoup plus. Si vous voulez, on pourra faire un jour un live Duras. Mais là où je veux en venir, c'est que ce sont des instants comme ça, extrêmement fermes. Et ces instants, cette succession d'instants, là pour le coup, forment une musicalité. Est-ce qu'on peut dire aussi que, non pas dans l'écriture filmique de Kelly, c'est aussi ça, c'est-à-dire donc des instants. On a cette impression que le film n'est pas une série de séquences, mais qu'il y a à l'intérieur de chaque séquence d'autres séquences et d'autres séquences, mais que ce sont des instants et que cette écriture filmique a cette musicalité que tu évoquais, de par aussi sa poésie. C'est drôle que tu me dises ça parce que je m'étais jamais posé la question comme ça, mais comme tu me le présentes, ça me rappelle mon dernier visionnage de The Box, justement, où j'avais vraiment ressenti ça, sans m'en rendre compte, mais c'est vrai que dans The Box, les séquences, en fait, on pourrait carrément chapitrer par séquence et vraiment les garder à part, tellement elles sont complète en soi. Enfin, je repense par exemple à une scène où ça fait un moment, par exemple, qu'ils ont reçu la boîte, qu'ils savent comment ça va marcher, on leur a tout expliqué. Et il y a une scène où ils sont autour de la table à regarder la boîte et puis ils en discutent. En fait, on voit toute la discussion éthique qui s'en dégage et ils disent oui, si on appuie sur le bouton, quelqu'un mourra. Et puis ça continue comme ça et puis on dirait mais qui est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être un condamné à mort, un bébé? Et finalement, toute cette scène résume l'éthique du film, mais qui sera aussi étendue sur toutes les scènes. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a des scènes comme ça, qui sont effectivement des blocs qui se prennent à part. Il y a la scène de la bibliothèque, qui est pareil, où les deux, le couple va à la bibliothèque, chacun de son côté, la femme pour enquêter et l'homme et le mari pour aller voir la femme de Stewart, le mec qui leur a donné la boîte. Et finalement, ils vivent tous les deux des choses de leur côté, mais tout semble, finalement, c'est presque musical, en fait, effectivement, parce que je repense au début de cette séquence où c'est un employé, comme ils appellent ça, qui est face à la caméra et qui ne fait rien. Et il se retourne et puis il commence à avancer et ça commence comme un ballet en fait où la caméra va le suivre, va montrer le décor et ensuite on va suivre chaque personnage en train d'enquêter. Mais c'est sans dialogue, c'est sans rien en fait, c'est que de la chorégraphie. Et finalement il y a de ça je trouve, effectivement. Je suis assez d'accord. Quand tu prends les trois films,
donc Donnie Darko qui a été réalisé en 2001, Southland Tales qui a été réalisé en 2006, si je ne me trompe pas, et The Box qui est en 2009. Quand tu prends... Oui, déjà, en fait, est-ce que toi, tu sais pourquoi si peu de films depuis 2001? Ça fait de faire depuis 20 ans. Alors, il y a une raison déjà toute bête à ça, c'est que Richard Kelly, il est presque blacklisté. Son Southland Tales a été vraiment très mal reçu à Cannes, ça a été un fiasco. J'avais un prof de cinéma qui m'avait expliqué qu'il était à Cannes à ce moment-là et qu'il y a eu littéralement des fous rires dans la salle pendant la diffusion de Southland Tales. Et je pense que vraiment, il n'arrive plus à... En fait, The Box, s'il a été fait, c'est parce qu'il a été... Je crois que la production a été entamée avant la sortie de Southland Tales, qui fait qu'en fait, il a pu finir son film, même s'il n'a pas pu faire toutes les scènes qu'il voulait. Mais voilà, en fait, je crois vraiment qu'aujourd'hui, Richard Kelly a envie de faire des films, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive tout simplement pas. Parce que... Ah oui, enfin, en tout cas, tel qu'il en parle, il le dit, hein, Southland Tales, ça a été un fiasco pour lui, ça a été un traumatisme d'ailleurs, parce que il y va avec le film qu'il estime, enfin, peut-être de manière un peu prétentieuse, mais il le considère vraiment comme son chef-d'œuvre, en fait. Il le considère comme son film somme, le film qui regroupe tous ses thèmes et qui est le film qu'il a toujours rêvé de faire. Il en parle encore aujourd'hui comme d'un film dont il aura jamais honte. S'il y a un film qu'il aurait voulu faire dans sa vie, c'est celui-là. Et vient la projection, il est en plus super fier d'amener pour la première fois The Rock sur le tapis rouge de Cannes, chose qui était impensable à l'époque. Enfin, The Rock, il n'était pas du tout fait pour ce cinéma-là à la base, en tout cas c'est ce qu'on pensait. Et il y avait, je ne sais pas s'il y avait Sean William Scott, mais pareil, le fait qu'il ait invité Sean William Scott pour jouer dans un film pareil, etc. C'est vraiment, voilà, il était fier de tout ce qu'il avait accompli pour ce film. Et ce qui se chope lors de la projection, c'est des fous rires avec des critiques désastreuses et des moqueries dans tous les sens. Et ça, il a vraiment très mal vécu. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, plus grand monde a envie de lui donner l'occasion de faire un film. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il il a parlé de faire un biopic sur Rod Serling. Il a parlé de faire une suite de Donnie Darko. Il veut aussi étendre l'univers de Southland Tales, qu'il avait déjà étendu en bande dessinée. Il y a plein de choses qu'il a envie de faire, mais qu'il n'arrive pas à faire parce que ça prend pas, personne ne veut le produire, quoi. Et c'est ça qui est terrible en plus, c'est que quelque part, quand on regarde sa filmographie, le film qui aujourd'hui fait encore parler de lui, qui est culte à un point incroyable, et qui pourrait lui donner une certaine, ne serait-ce qu'une stabilité, j'ai envie de dire financière, mais en fait le fait de pouvoir nourrir sa boîte de production, ce serait Donnie Darko, sauf que quand il a fait Donnie Darko à l'époque, il a été payé en tout et pour tout $9 000 et il n'a aucun royalties. Il n'a aucun royalties parce qu'en fait, à l'époque, on lui a dit, si tu veux mettre les musiques que tu veux dans ton film, c'est au choix. Soit tu t'inscris à la guilde des réalisateurs américains et dans ce cas, par contre, on ne va pas pouvoir te produire, mettre les musiques que tu veux, soit tu renonces à ça et on te met tes musiques. Sauf que le problème, c'est que le fait de ne pas s'être inscrit à la guilde des réalisateurs pour ce film-là a fait que du coup, il a dû renoncer en fait à ses royalties pour ce film. Donc finalement, voilà, il n'a aucun revenu sur le seul film aujourd'hui qui est à peu près unanimement considéré comme le seul bon film qu'il ait vraiment fait. C'est terrible. C'est terrible. Quand il arrive en 2001 avec Donnie Darko, Richard Kelly, est-ce qu'il crée quelque chose, une espèce de révolution comme ça dans le cinéma contemporain américain du début des années 2000? Comment il s'inscrit, lui, Richard Kelly? En fait, sur le coup, ça a été plus ou moins un flop. Sur le coup, vraiment lors des sorties ciné, il n'y a pas grand monde qui allait le voir. Il y a eu quelques petits bouches à l'oreille par-ci par-là, il y a eu quelques recommandations des gens qui disaient va voir Donnie Darko, c'est vachement bien. Sauf que ça n'a pas vraiment pris, c'était pas fou. Et vient la sortie vidéo, et là, ça explose en fait. C'est la sortie Vidéo Club qui fait que le film commence à développer une niche de fans et petit à petit ça devient le succès qu'on connaît. Mais même à l'époque, Donnie Darko avait pas du tout été bien reçu. Mais quand
quand on a commencé à voir Denis Darko comme le grand film qu'il est, c'est là effectivement qu'on a commencé à avoir beaucoup d'espoir en Richard Kelly, qu'on s'est dit que ce serait potentiellement le nouveau Spielberg. Il y a eu des choses comme ça qui se dégageaient de la presse. Et puis après, il a fait des films qu'on connaît et qui font que ça n'a pas pris, quoi. Mais effectivement, c'était censé, ça a lancé un mouvement qui fait que ça devait être un des grands réalisateurs américains d'aujourd'hui. Et finalement, ça n'a jamais pris parce que les films d'après ont été trop personnels, peut-être, pour plaire au public. Il y a un thème qui revient souvent dans les trois films, qui est un peu le thème de l'apocalypse, quelque chose dans ce genre de fin du monde. Est-ce que déjà, pour toi, tu vois cela aussi dans ces trois films? Et surtout, est-ce qu'il y aurait d'autres thématiques qui sont des thématiques importantes chez lui et qu'il questionne sur les trois films qu'il a fait? Alors oui, effectivement. Le truc, c'est que Richard Kelly, il est fasciné par l'idée qu'il y ait soit une fin du monde. En fait, finalement, ses thèmes de prédilection sont la fin du monde, les voyages interdimensionnels, les voyages dans le temps, etc. Et il y a aussi le fait de se faire plus ou moins questionner par une entité supérieure, quelque chose de supérieur à soi. Ce qui va pousser le personnage à se découvrir et à se surpasser. En fait, il y avait déjà ça dans Donnie Darko, mais pas grand monde l'a vu, parce qu'en fait, finalement, dans la version cinéma, c'était pas là. Ça se voyait pas. Ça se voyait pas. Il y a juste vraiment une idée de voyage interdimensionnel, avec ce réacteur d'avion qui arrive d'une autre dimension, qui tombe sur sa chambre, etc. Mais il n'y avait pas la question de Donnie Darko, tu es mis à l'épreuve. Mais sauf que ça, en fait, ça vient dans la Director's Cut, qui est beaucoup plus clair, qui même un peu trop pour le coup, qui place par-ci par-là des morceaux des pages du livre de Roberta Sparrow qui explique le voyage dans le temps, etc. Et il y a aussi, en fait, par moments, des espèces de rêves étranges avec des paysages complètement surréalistes. Et aussi des espèces de chiffres numériques, des chiffres qui apparaissent sur l'écran. C'est un peu étrange. En fait, quand on écoute Richard Kelly en parler, il explique en fait que ça, c'est le fait c'est la thématique, c'est l'idée d'être observé et questionné par quelque chose de supérieur, possiblement les extraterrestres. Mais c'est ça le problème en fait chez lui, c'est que finalement, ce sont des choses qu'on ne peut pas dégager vraiment ouvertement comme ça en regardant ces films. Le problème, c'est qu'en fait, il faut l'écouter aussi parler de ces films pour vraiment comprendre où il veut en venir. Et c'est en ça que, du coup, moi, je continue à garder mon interprétation de ces films. Parce que, finalement, moi, le voyage interdimensionnel, j'ai pas spécialement envie de comprendre comment il fonctionne dans Donnie Darko. J'ai pas envie de comprendre comment les vaisseaux, le liquide fonctionnent. Dans The Box, on voit qu'ils arrivent à se faire transporter par une espèce de liquide, par de l'eau. J'ai pas envie de comprendre comment ça marche. Ça fait partie du mystère et de ce qui constitue l'univers, et qui pour moi est très bien comme ça en fait. Et c'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse dans les films de Richard Kelly, c'est comment les personnages vivent une situation complètement surréaliste, et comment est-ce qu'ils essaient de se dépatouiller avec ça. En fait, c'est ça que je trouve intéressant chez lui, c'est que il y a ce côté, il y a une grosse influence de Lynch, je trouve, dans sa façon de représenter les choses d'une manière presque onirique, presque parfois malaisante. Mais finalement, la finalité n'est pas la même. Chez Lynch, on est plus sur du métaphysique, sur des choses très spirituelles, je trouve, très ancrées dans le rêve, etc. Et alors que chez Richard Kelly, on est entièrement dans de la science-fiction. Dans de la science-fiction qui apparaît pour toi comme quelque chose de spirituel, mais qui en fait est purement un contact avec soit des extraterrestres, soit avec une autre dimension, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que moi je le perçois comme je regarde un film de Lynch finalement. Et c'est ça qui me fascine, en fait. Mais oui, Lynch, ça serait
Ça serait un peu, oui, mais moi, ce qui est assez troublant aussi chez Lynch aussi, on peut retrouver ça chez Lynch aussi. Ce qui est assez troublant dans ces trois films, surtout dans les deux premiers, non, surtout dans le premier et dans The Box, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui l'intéresse énormément, c'est la communauté. C'est fascinant ça. J'ai l'impression que dans la science-fiction, la communauté est très importante, la notion de communauté. Ouais. Et là, pour le coup, c'est un cinéaste, je trouve, qui filme des communautés, mais qui parfois ont la connexion facile avec l'autre. Oui. Alors que chez Spielberg, c'est différent. Chez Spielberg, la communauté a peur de l'autre. Chez Lynch, tu veux dire peut-être non, là, je parlais de Spielberg parce que quand tu m'avais fait une connexion avec Spielberg au début de l'émission, voilà, parce qu'on a dit c'est le nouveau Spielberg. D'accord. Et alors que Spielberg, la communauté a toujours peur de l'autre. Oui. Bon, elle a peur du requin, ce qui est tout à fait logique. Oui. Mais elle a peur des extraterrestres. Ça peut représenter autre chose aussi. La peur de l'autre. Alors que chez Kelly, c'est autre chose. C'est la communauté, je ne la trouve pas forcément craintive vis-à-vis de l'autre. Au contraire, même. Je sais pas si tu vois je vois ce que tu veux dire. Et par rapport à l'idée de la communauté, je pense à Donnie Darko. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que dans Donnie Darko, dans la ville de Middlesex, comme elle s'appelle, je trouve qu'il y a un énorme côté Twin Peaks, en fait. C'est que les gens, effectivement, finalement, quelque part, on a l'impression qu'on voit toujours les mêmes visages qui gravitent autour et qui sont finalement qui ont l'air d'avoir une part cachée, mais qui en apparence sont très lisses et très simplistes. C'est vraiment des personnages qui, je pense à la prof de PS qui est juste une coincée absolument fan du personnage de comment il s'appelle mince. Patrick Swayze. Joué par Patrick Swayze. Voilà, c'est ça. Et il y a des personnages comme ça. Et Patrick Swayze aussi qui a l'air d'être un personnage juste complètement galvanisé par la confiance et qui a une assurance à toute épreuve. Et finalement, lui aussi a une part d'ombre. Et finalement, voilà, en apparence, et voilà, une belle part d'ombre. Mais finalement, en apparence, ils sont tous très lisses et tous presque gravités autour de Donnie. Et c'est pour ça, en fait, c'est en ça que je préfère y voir ma propre lecture. C'est que, par exemple, dans Donnie Darko, j'imaginais que tout ce qu'on voyait n'était qu'à 100% le fruit de l'imagination de Donnie, en fait, que c'est sa manière de voir le monde. Et c'est pour ça, finalement, que tout le monde, finalement, on se rend compte que tout le monde parle de lui, tout le monde est intéressé par Donnie, alors que c'est juste le mec un peu bizarre dans le coin de la classe, qui n'intéresse personne en temps normal. Et je me rappelle même d'une scène où tu as les deux professeurs, le professeur de français, d'anglais, joué par... mince, j'ai plus les noms aujourd'hui. Mais, alors, c'est Drew Barrymore. Drew Barrymore, voilà. Et l'autre, c'est celui qui joue dans l'urgence. Noah, oui, ouais. Oh là là, on va se faire insulter, tu sais. Ouais. Noah Wyle. Ouais, c'est peut-être ça. Mais bref, voilà, celui qui joue dans l'urgence, ça ira très bien. Mais, non, mais oui, voilà, en tout cas, la scène entre ces deux-là, et t'as un des deux personnages qui regarde l'autre qui fait Donnie Darko, et puis l'autre qui fait oui, je sais. Enfin, ça sort tellement de nulle part, c'est très étrange, et tout le monde a une fascination pour lui. Et c'est pour ça que je trouve que voilà, vraiment, j'ai l'impression que Middlesex est vraiment un endroit comprimé et qui n'est vu qu'à travers le prisme du regard de Donnie. Et c'est pour ça, en fait, que tout semble si simpliste, si simple. Et tout ça est éclaté à la fin avec la séquence, justement, avec la musique Mad World, où on passe en revue tous les personnages et on voit que certains, effectivement, ont leurs démons. On en voit une qui est en train de fondre en larmes, une autre qui est... Patrick Swayze. C'est Patrick Swayze qui fond en larmes. Et tu as d'autres personnages comme ça qui ont tous leur histoire de leur côté. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on les voit dans leur intimité et qu'on a l'impression qu'ils sont plus profonds que ce qu'ils semblent être. Et c'est pour ça, finalement, oui, effectivement, il y a ce côté communauté... Effectivement, il y a ce côté microcosme, en fait, où quelques personnages gravitent dans l'histoire et sont vraiment refermés sur eux-mêmes. Il y a de ça.
Mais c'est pour ça en fait que je le rapproche aussi de Lynch, comme je le disais, c'est que voilà, j'ai vraiment ce sentiment aussi dans Twin Peaks. Vraiment, je trouve qu'il y a une grosse influence de Lynch dans la filmographie de Kelly. On retrouve cette influence aussi dans The Box. Comment tu te Oui. positionnes par rapport à The Box, toi? Quand tu l'avais vu la première fois, comment tu l'avais reçu? À l'époque, je l'ai pris pour un bon divertissement, tout simplement. C'est en le revoyant dans le cadre de la filmo de Richard Kelly que, en fait, pendant un temps, je me suis dit, c'est sûrement le plus faible. Je me suis dit, parce que c'est vrai qu'en apparence, c'est le plus facile à suivre. C'est plus classique. C'est plus oui, classique. voilà, il est plus classique. Il est parfaitement linéaire. Il y a juste quelques trous dans le récit vers la fin, mais voilà, il est très classique. Et là, justement, je les ai revus tout récemment et je me rends compte en fait que mon préféré, c'est même plus Donnie Darko. À la base, c'était Donnie Darko, c'était mon choc d'adolescence. Et mon préféré, c'est devenu The Box en fait. Mais je pense que c'est à cause de mon ressenti, ma façon de voir les choses, c'est que j'ai une bien plus grande empathie pour les personnages de The Box qui sont extrêmement touchants en fait. Parce que du coup, Richard Kelly, je sais pas si tu le sais, mais pour The Box, a pris en modèle ses parents pour faire ce film-là. Et c'est pour ça qu'en fait, à la base, dans l'épisode de la 4e dimension, dans la nouvelle de Matheson, il y avait pas cette histoire de la NASA, il y avait pas. L'histoire était beaucoup plus simple. Elle s'arrêtait à la personne qui leur avait donné la boîte, qui s'en allait après leur avoir donné la mallette de billets et leur disait: maintenant, je vais récupérer la boîte et je vais la donner à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Sous-entendu que ce sont sûrement eux les prochains qui vont mourir. Et en fait, il a développé effectivement des personnages pour qu'on s'attache à eux. Et je trouve qu'en fait, il y a un mélange parfait en fait entre le fait de suivre une histoire très agréable avec des personnages touchants, mais avec la grosse dose de mystère qui fait qu'on peut revoir le film plusieurs fois pour se questionner sur certains éléments qui sont disséminés dans le film. Mais après, je pense que ça vient que de mon ressenti. Par exemple, tu vois, un exemple qui n'a rien à voir, mais Requiem for a Dream, quand je l'ai découvert beaucoup plus jeune, j'ai été captivé par l'histoire du personnage de Jared Leto. C'est cette histoire qui me prenait au cœur, qui me touchait. Et finalement, toutes les scènes un peu hallucinées de la mère qui se fait droguer par ses médicaments, etc., c'était quelque chose qui, sans dire que ça m'ennuyait, mais c'est quelque chose c'était pas les moments qui m'intéressaient le plus dans le film. Et mon regard a complètement changé récemment quand je l'ai redécouvert, où finalement, j'ai plus aucune empathie pour le personnage de Jared Leto qui finalement ne fait que voler sa mère enfin voilà, c'est pas voilà, c'est un personnage que je trouve plutôt détestable en fait. Et contrairement à la mère qui elle se fait juste alpaguer par les pubs à la télé, par ses médicaments et qui se retrouve malgré elle dans une histoire horrible. Et voilà. Et je pense que le regard personnel il fait beaucoup, et l'évolution de chacun, l'évolution du regard fait que finalement mon amour pour sa filmographie a changé à Richard Kelly. Et voilà, j'aime tous ses films, mais voilà, je suis maintenant bien plus intéressé par The Box que par les autres. Mais même, dis-moi. Est-ce que tu as réfléchi aussi à ce que ces films pouvaient dire de la société américaine? Ouais, en fait, justement, c'est ça qui est. Alors, dans Donnie Darko, je me suis posé la question, j'ai pas vraiment compris, parce que je sais qu'on parle de politique dans Donnie Darko, il y a la politique qui est directement mise, on parle d'une élection qui est en cours, sauf qu'en fait, je n'ai toujours pas compris si ça permettait de juste placer dans un contexte l'histoire, ou si vraiment il y avait quelque chose qui arrivait derrière. Pour le coup, Donnie Darko, voilà, je ne l'ai pas vraiment cerné. Sans Chantel, c'est entièrement ça. C'est clairement... c'était à une époque en plus où le gouvernement était sur le point de changer, que le film a été fait, et on savait pas qui allait être le futur président. Et en fait, c'est tout le propos du film apparemment, c'est que Sauce on Tales aborde deux champs que peuvent prendre la vie politique
parce qu'en fait, de détails avec les doubles qui arrivent, le double du personnage de Sean William Scott et le double du personnage de The Rock. C'est de là que ça vient, en fait. C'est essayer d'imaginer ce qui peut arriver s'il y a une porte ouverte sur deux continuums politiques, de l'histoire politique des États-Unis, en fait. Effectivement, après, clairement, Richard Kelly, en fait, a vraiment toujours eu un regard très cynique et très acerbe sur la vie politique de son pays. J'en veux pour preuve, par exemple, dans Southland Tales, le fait qu'il y ait cette actrice porno qui est jouée par Sarah Michelle Gellar, qui en fait se retrouve complètement intégrée dans la vie politique, qui se retrouve à faire des émissions où elle parle de politique, où elle est même comment dire, elle est même impliquée dans des messages pour la libération de la femme, etc. Et en fait, c'est un peu avec un œil cynique que Kelly a fait ça, pas forcément pour l'aspect féministe, mais pour le fait qu'on se retrouve à mélanger dans les médias des personnes qui viennent du porno et la politique, la politique très sérieuse. Il y a de ça. Et effectivement, clairement, je pense que Kelly ne fait rien dans sa filmographie qui ne se rapproche pas de la politique de son État, en fait, de son pays. Après, c'est vrai que tu vois, c'est marrant parce qu'on parle depuis tout à l'heure de ces trois films qui ont beaucoup de points communs, mais il y en a aussi un dont on n'a pas parlé, qui n'est pas un film qu'il a réalisé, mais qu'il a seulement écrit, qui est Domino, de Tony Scott. Tony Scott, qui est réalisé par Tony Scott, oui. Voilà. Et c'est assez marrant comment il a retranscrit, il a transposé son style d'écriture, à savoir vouloir faire une écriture complexe qui nécessite plusieurs revisionnages sur finalement une histoire qui n'a rien de SF, qui n'a rien de tout ça, qui est purement du thriller action avec une petite pointe de biopic, même si c'est pas vraiment, c'est très arrangé. Mais je trouve ça intéressant en fait que Kelly se soit risqué à ça. Même si du coup ça donne une œuvre un peu hybride, bâtarde, parce que Kelly, lui, il a une mise en scène très posée, très douce, et Tony Scott, lui, il est complètement sous acide sur Domino. C'est blindé de surcoupe, d'étalonnage bien saturé, etc. Ce qui en fait quelque chose d'étrange, mais je trouve plutôt intéressant. Moi, j'ai du mal à voir dans Domino le style narratif de Richard Kelly, de voir avec les films, enfin avec les trois films qu'il a réalisés. Ce serait sur quoi j'arrive pas à voir. T'avais pas trouvé que l'histoire était... Enfin, moi, je la trouvais vraiment alambiquée, en fait. Je trouvais que l'histoire était vraiment... Qu'elle offrait plusieurs possibilités de dark, enfin pas dark, oui, que c'était une espèce de toile, quoi, avec plusieurs. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, elle va un peu dans tous les sens, je trouve, cette histoire. Elle offre pas plusieurs interprétations non plus, parce que elle est quand même, ça raconte quelque chose d'assez concret. Mais moi, je me rappelle que la première fois que j'ai vu ce film, j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait, en fait. Je trouvais que... T'as eu mal à la tête. T'as eu mal à la tête, surtout. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Et quand tu essayes en plus de suivre une histoire aussi alambiquée que ça, avec une mise en scène aussi dynamique, aussi énervée, ça fait quelque chose de... voilà, c'est très étrange. Et c'est pour ça que moi, j'ai dû le voir 2-3 fois avant de... Voilà, vraiment comprendre ce qui se passait dedans, quoi. Mais après, c'est moi, j'ai un rapport plus visuel que narratif au film, en fait. Comment dire? Il y a un film, je pourrais très bien ne pas comprendre toute l'intrigue et être passionné par ce qui m'a été donné de voir. Mais voilà, après, c'est du ressenti personnel. Bon. Il y a une chose sur laquelle il faudrait peut-être qu'on s'arrête un peu et qu'on discute avant de clôturer la conversation, c'est la musique. Oui.
Et il y a quelque chose d'assez fascinant. Alors pour toi, l'utilisation de la musique, est-ce que c'est lié à une illustration de quelque chose, à un élément de mise en scène, une forme de voix off aussi, pourquoi pas? Ce serait quoi pour toi? C'est vrai que quand on parle de bande musicale, et tout de suite on pense à Denis Darko et Ouais. c'est juste somptueux. En plus de cela, lui, il convoque Joy Division, Echo and the Bunnymen, enfin, c'est ça, In Excess, enfin, Oui. il y a comme ça un mix, ce qui rend le film intemporel. Mais est-ce que tu as réfléchi à ça par rapport à l'utilisation de la musique chez lui? En fait, clairement, comme tu l'as dit, c'est extrêmement important pour Richard Kelly, le choix des musiques. En fait, ce que je trouve tout aussi important, c'est autant les musiques qui viennent de la original soundtrack et les musiques de groupe, etc., mais aussi la musique composée expressément pour le film. En fait, ce qui forme une espèce de tout étrangement cohérent. Et comment décrire, comment définir cette démarche? En fait, je pense que je suis pas sûr qu'il y ait forcément une volonté d'être tout le temps signifiant dans le choix de ses musiques. Je pense surtout que tous ces films, en fait, retranscrivent des périodes très personnelles pour lui. Et je crois que c'est aussi pour lui de mettre en contexte, de contextualiser l'histoire et le récit dans une période bien précise, en fait, je trouve. Je trouve qu'en fait, quand je l'entends parler de ces choix de musique, il y a vraiment cette volonté de dire, bah, moi, ce que je voulais vraiment absolument pour cette scène-là, je voulais cette musique-là parce que c'est une musique que j'écoutais vraiment à cette époque-là et qui me parlait beaucoup. Et je trouve que voilà, à ce niveau-là, au niveau du choix des pistes, je trouve qu'il y a surtout quelque chose d'assez personnel pour lui. Et par contre, ce que je trouve fascinant, c'est le choix la création, la conception de la musique originale faite pour le film. C'est qu'en fait, dans Donnie Darko, je l'ai réécouté tout récemment, là, je me suis offert le vinyle là, qui vient de sortir. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on a des sonorités, on a tout ce qui se passe dans la bande originale, tout ce qui se passe dans la musique composée, a l'air de vraiment ressortir de ce qui se passe dans le récit. Finalement, on a des sonorités très, très vaporeuses qui laissent vraiment penser qu'on se trouve vraiment dans la tête de Denis et que ce qu'on y voit, c'est enveloppé d'une espèce de halo, de duvet, comme dans son esprit, en fait. Et je trouve qu'il y a même des notes qui sont très douces. Et c'est ça qu'en fait que je trouve qui m'avait parlé à l'époque, c'est que vraiment, même jusque dans la musique, c'est un film qui part de l'adolescence et de cette période-là, pour moi. Et oui, clairement, la musique est très signifiante, je pense. Après, pour les films d'après, c'est pareil. Finalement, il y a vraiment ce choix de contextualiser l'histoire dans une période donnée. Et c'est vrai que j'y ai jamais vu autre chose que ça, finalement. Sauf cas exceptionnel, j'en ai déjà parlé, mais la séquence de Mad World, clairement, les paroles servent à décrire la séquence, à souligner ce qu'on voit dans la séquence. Il y a des choses comme ça. Même dans Southland Tales, où il y a la chanson I've got a soul, but I'm not a soldier. Je ne sais pas si tu te rappelles avec. Oui. Voilà. Et en fait, cette scène-là, avec cette chanson-là, c'est pour parler pour les vétérans, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de politique, mais Southland Tales parle beaucoup des vétérans de la guerre en Irak. C'est que le film est presque fait pour eux. C'est pas forcément le public qui est allé voir le film, mais le film est presque fait pour eux, dans le sens où il y a pas mal de choses disséminées qui s'adressent directement à eux. Je sais pas si tu te rappelles, le film se termine par les personnes, les mecs cool ne se suicident pas. Il y a cette phrase qui est prononcée 1 ou 2 fois dans le film, et elle est prononcée, c'est la dernière phrase du film aussi. Et en fait, elle s'adresse directement à ceux qui reviennent de la guerre, parce qu'apparemment, beaucoup se sont suicidés après
après être revenu de la guerre. Alors bon, c'est pas forcément très adroit comme c'est fait, mais en tout cas voilà, et clairement, il y a un engagement et jusque dans la musique, qui permet de souligner certaines choses comme ça, effectivement. Quel est le dernier? Je me souviens plus. Rappelle-moi le dernier plan de The Box, c'est lequel? The Box, c'est le dernier plan, c'est Arlington Stewart, donc celui qui donnait la boîte, qui a donné la boîte, qui récupère la boîte et qui s'en va de la maison et qui fait signe en haut. Je sais pas si tu te rappelles, il y a le gamin et le beau-père, le beau-père du gamin qui sont tout seuls en haut de la maison. Et lui s'en va et leur fait signe et ça cut. Et en fait, c'est parce qu'on comprend que tout est lié et finalement cette présence, cette entité qui est là, qui questionne l'humanité, est déjà insérée dans tous les recoins de toutes les couches de la société. Et finalement, même le beau-père est parfaitement au courant de tout ce qui se passe, quoi. Après, c'est ça, on ne sait pas exactement si tout le monde est conscient de ça ou si tout le monde est possédé par cette entité, parce que finalement on voit que tout le monde saigne du nez quand ils se retrouvent possédés et qui sont guidés par cette entité. Donc voilà, peut-être qu'ils sont pas forcément conscients de ça, mais en tout cas cette chose est partout et tout le monde agit en rapport avec ça, quoi. C'est marrant parce que le premier plan de Donnie Darko, c'est Donnie sur une route qui est allongée et qui se réveille. Et en se réveillant, il ouvre peut-être là aussi la boîte de Pandore, donc il prend avec lui cette boîte de Pandore imaginaire. Et dans The Box, le dernier plan, c'est la boîte qu'on prend et qu'on... J'espère que c'est pas la fin de quelque chose en tout cas. J'espère aussi. Espérons. Dernière question, as-tu en projet une idée de livre sur Richard Kelly? Parce que je trouve que tu en parles tellement bien que ça pourrait être intéressant aussi de te lire. Merci beaucoup. Écoute, c'est pas dans les cartons pour l'instant, mais pourquoi pas un jour, j'aimerais bien. En tout cas, si j'écris quelque chose, c'est sûr que je me pencherai sur lui. Carte blanche à Richard Kelly, c'était des deux côtés de l'écran et je lui en suis vraiment reconnaissant. C'était passionnant en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. On te retrouve, on met pas un point final à cette conversation, on met 3 points de suspension. On verra sur quoi on va parler la prochaine fois, mais c'était évident qu'on parlera de quelque chose. En tout cas, j'en suis avec grand plaisir. Je le souhaite. Merci beaucoup à toi. Très bonne journée. Merci. Salut. Allez, générique, c'est parti. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions. Just my rifle point.